À raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue, psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Aujourd'hui, on va parler pourquoi est-ce que les gens peuvent être infidèles. Donc, bienvenue. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter, nous donner des commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde en écrivant à info@lesexologue.ca ou en allant sur notre site, aller voir nos ressources, lesexologue.ca. On a des blogs, on a des programmes, on a des vidéos, on a des podcasts, on a des vidéos sur YouTube et plusieurs entrevues médiatiques que vous pouvez aller consulter sur une panoplie de différents sujets sur la sexualité. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, vient une de nos auditrices qui voulait garder l'anonymat, voulait en fait que je parle de l'infidélité. Donc, il n'y avait pas un angle particulier et je pensais peut-être faire plusieurs en fait segments sur l'infidélité parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui a touché probablement plusieurs personnes de proche et de loin. On a probablement tous quelqu'un qui a vécu dans notre entourage ou qu'on a vécu ou qu'on a été soi-même infidèle dans une relation. Et donc, j'aimerais aujourd'hui parler du segment peut-être plus de pourquoi les gens, en fait, sont infidèles. C'est une des premières questions que les gens vont se poser quand, justement, ils ont été trompés. Ils veulent savoir, mais c'est quoi qui a poussé l'autre? Qu'est-ce qui a justifié? Qu'est-ce qui a expliqué l'autre à avoir une infidélité? Mais avant qu'on parle peut-être de pourquoi, il faut aussi regarder, mais quelles sont les limites? Où commence l'infidélité? Où elle n'est pas là? Tout dépendant du couple. Donc, on parle de plus en plus, il y a des couples monogames, il y a des couples non monogames, et dans chacun de ces statuts relationnels-là, il peut avoir de l'infidélité. Donc, dans les couples monogames, on considère généralement qu'on a le droit d'avoir un partenaire. Et puis, si on a des activités avec une autre personne, bien, ça serait considéré de l'infidélité. Quels sont clairement ces comportements-là? Généralement, sont moins définis parfois dans les couples monogames, parfois sont très explicitement expliqués, dits, et même la conséquence qui vient avec franchir cette limite-là. Il y a certaines choses parfois qui sont plus floues, mais généralement, les gens qui sont monogames vont considérer que, par exemple, embrasser quelqu'un d'autre, créer un contact avec quelqu'un d'autre, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre ou des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre, devient une forme d'infidélité. Dans les couples monogames, non monogames, ce sont les gens qui vont généralement discuter quand même très précisément de quelles limites il ne faut pas franchir, où est-ce qu'on est à l'aise. Et il y a une certaine flexibilité, malléabilité en fait, avec cette limite-là où on peut la rediscuter, on peut redéfinir en fait cette limite-là de façon régulière ou spontanée ou selon en fait l'évolution de la non-monogamie. Mais dans tous les cas, même si la règle ou les règles ou le contrôle entente a été fait de façon explicite ou implicite, quand il y a infidélité, généralement la personne qui a été infidèle, elle sait qu'elle franchit une limite. Et la raison pourquoi cette personne-là sait qu'elle franchit une limite, c'est que généralement, elle ne va pas exposer, dévoiler qu'elle a franchi cette limite-là. Elle va la cacher. Et donc, le simple fait justement de comprendre que je ne dois pas partager certaines informations avec mon ou ma partenaire parce que ça va susciter de la jalousie ou parce qu'on va potentiellement m'accuser d'infidélité, déjà là, je le sais que j'ai franchi quelque chose. Et c'est justement franchir cette limite-là qu'on a besoin de justifier. Donc, quand on voit la limite, donc on est dans une interaction avec une autre personne, on sent qu'on va peut-être l'embrasser, il y a peut-être une relation sexuelle qui s'en vient, on est peut-être en train de flirter, on sait que si je passe ce cap-là, que ce soit de séduire l'autre, d'embrasser l'autre, de toucher l'autre, de caresser l'autre, d'avoir une relation sexuelle avec l'autre, je le sais qu'une fois que j'ai fait ça, il ne faut pas que je dise à mon partenaire. Mais pour que je puisse franchir cette limite-là, je dois être capable de me le justifier. Je dois être capable de me dire, j'accepte que je vais avoir un comportement qui va avoir des conséquences s'il est dévoilé. Nul ne peut prétendre qu'on ne connaissait pas en fait les conséquences ou qu'il y ait à voir qu'il aurait des conséquences négatives quand on allait franchir ça. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'ai beaucoup parlé de mind mapping. Rapidement, je fais un petit topo. Le mind mapping, c'est notre capacité à analyser les impacts de nos comportements. Chaque comportement qu'on a
a des conséquences positives et ou négatives et on est constamment en train de déterminer si je fais A, il va avoir potentiellement les conséquences X, Y, Z. Si je fais B, il va avoir les conséquences J, K, L. Parfois, on ne va pas nécessairement déterminer exactement toutes les conséquences que ça va potentiellement avoir, mais on a généralement une bonne idée. Et quand on franchit une limite comme de passer de la fidélité à l'infidélité, on le sait très bien qu'on est dans une forme de trahison, qu'on va blesser notre partenaire, qu'elle ou lui risque d'être en colère, qu'on risque potentiellement de mettre fin aussi à notre relation ou de casser quelque chose dans la relation, dans la confiance. Et donc, quand on fait ce pas-là pour aller de l'avant, il faut être capable de le justifier. Donc, quelles sont ces justifications-là? Puis moi, j'aime bien faire la distinction entre j'explique mon infidélité et je justifie mon infidélité. Puis ça vient beaucoup dans le après quand l'infidélité est ressortie. Est-ce que le partenaire qui a été infidèle se justifie ou explique l'infidélité? Donc, quelle est la différence entre les deux? L'explication, c'est que je vais être capable d'expliquer qu'est-ce qui m'a mené potentiellement à être infidèle. Donc, j'étais insatisfait dans la relation, j'étais fâché contre toi, je trouvais que notre sexualité était plus intéressante, j'avais des grands sentiments d'attraction pour cette personne-là, sexuelle et ou amoureuse, je ne pouvais plus ne pas répondre à ça, je devais aller voir, explorer cette situation-là. Puis dans l'explication, je vais me responsabiliser. Donc, il y a clairement une raison qui m'a mené à être infidèle. Il y a toujours une raison en arrière du pourquoi. Puis généralement, la personne qui a été infidèle, elle le sait. Parfois, par contre, elle ne veut pas dévoiler la raison parce que ça ne nous met pas nécessairement toujours dans une bonne lumière, en fait. Ça démontre parfois des côtés plus peut-être égoïstes, voire parfois de vengeance en arrière, ou qu'on n'a pas nécessairement on a pris en considération les impacts, mais on n'était pas concerné en fait par les impacts, ou du moins on était prêt à prendre ce risque-là, qui généralement va impacter les autres plus que soi-même. Tandis que dans la justification, la personne va plus avoir tendance à justement se justifier. Donc, elle va se déresponsabiliser dans l'explication, le raisonnement qu'elle donne. Donc, parce qu'on n'avait pas de sexe, je n'avais pas le choix d'avoir du sexe avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne démontrais plus de l'affection, on se chicanait toujours, cette personne-là m'a amené un support, elle ou il était présente pour moi, je me sentais bien avec cette personne-là, et donc j'ai pas eu le choix. C'est sûr qu'avec la relation qu'on avait, c'est sûr que ça allait mener à ça. Donc, il y a une forme de déresponsabilisation quand on commence à se justifier, en fait, suite à une infidélité. Mais on a toujours le choix aussi, en tant que personne infidèle, de faire l'infidélité ou de décider en fait d'avoir des conversations avec notre partenaire sur notre désir peut-être d'être infidèle, nos grandes insatisfactions. Puis peut-être qu'effectivement, vous en avez déjà parlé, ça tourne en rond, vous n'aboutissez pas à ce que vous voulez avoir, et vous avez toujours l'option de dire, ben tu sais, je ne suis pas satisfait dans ma relation, puis que j'en ai parlé, puis qu'on a tenté différentes solutions, puis qu'on n'arrive toujours pas à trouver, on peut toujours mettre fin à la relation. Mais les personnes infidèles vont décider de vouloir maintenir la relation tout en ayant aussi l'option d'avoir l'infidélité. Et donc, qu'est-ce qui peut mener justement à une infidélité? Bien, parfois, comme je l'ai nommé, des insatisfactions, soit au niveau relationnel, soit au niveau sexuel, soit qu'on se chicane trop, soit que notre partenaire a été infidèle, soit que notre partenaire aussi est tellement jaloux, nous accuse tellement en fait de potentiellement être infidèle, qu'on décide de dire, mais tant qu'à vivre en fait dans une relation où j'ai l'impression d'être infidèle, je vais l'être aussi. Donc évidemment, ce sont tous des explications qui ne justifient pas nécessairement d'être infidèle. Mais la personne qui fait le pas pour franchir cette clôture-là, elle doit être en mesure de se justifier. Elle adhère à sa justification parce que si elle n'adhère pas à sa justification, aussi bonne ou mauvaise qu'elle puisse être, elle franchit le pas parce qu'elle est, entre guillemets, convaincue par la justification. Elle se sent justifiée de franchir cette limite-là. Est-ce qu'une infidélité est toujours due à des problèmes dans le couple? Je vous dirais que majoritairement, oui. Il y a généralement une forme quelconque d'insatisfaction dans la relation.
Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Esther Perel a justement étudié la question depuis une décennie, a interviewé plusieurs personnes et on a réalisé que des fois, la raison n'est pas toujours relationnelle. Il y a des gens qui sont infidèles où ils vont expliquer qu'ils sont très satisfaits dans le couple, sont encore en amour, ils aiment leur famille, ils ont encore une sexualité dans la relation qui peut être satisfaisante, ou du moins qu'ils catégorisent comme étant satisfaisante, mais il y a quelque chose qui leur manque dans leur vie à eux. Donc souvent, par exemple, la crise de la quarantaine peut amener toutes sortes de déséquilibres émotionnels, des remises en question sur sa vie. Et puis parfois, le couple ne répond pas nécessairement à certains besoins parce que le couple ne peut pas répondre à tous les besoins. Et des fois, ce sentiment-là de vouloir se sentir vivant, dans la passion, de retrouver quelque chose de nouveau que peut-être la relation ne peut pas fournir, mais qui est vraiment un enjeu plus personnel que relationnel. Il y a des gens, effectivement, qui vont franchir cette porte-là ou cette clôture-là pour dire j'ai besoin d'aller chercher ça. Évidemment, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Il y a une certaine souffrance en arrière de ça que la personne décide de, entre guillemets, régler en ayant peut-être une infidélité qui va leur apporter un certain bien-être. Puis des fois, les gens peuvent se poser la question, pourquoi être infidèle? Mais des fois, en fait, la question, c'est pourquoi ne pas être infidèle, en fait? C'est beaucoup, en fait, ce que Terry Real, lui, il apportait, de la raison en arrière d'être infidèle est souvent évidente. C'est souvent plaisant, en fait, gratifiant à être infidèle. On a un nouveau partenaire qui nous trouve désirable. On a souvent une sexualité avec cette personne-là qui est, de façon générale, satisfaisante, surtout si c'est un comportement répété. Donc, on va chercher nécessairement un bien-être à travers de l'infidélité. On vient souvent répondre à un désir ou on vient combler des insatisfactions qu'il y avait en quelque part dans notre vie, dans notre couple, au travail, peu importe, et que ça vient susciter un élan, une motivation, une attraction à sauter la clôture. Rares sont les gens qui se disent je vais sauter la clôture puis j'ai aucun bénéfice à le faire. Souvent, effectivement, il y a un bénéfice pour la personne qui va être infidèle et le bénéfice va généralement rester là, surtout et aussi longtemps que l'infidélité n'est pas dévoilée. Est-ce qu'on peut vivre une forme de honte ou de culpabilité après une infidélité? Certainement. Mais quand on répète l'infidélité à répétition avec différents partenaires ou avec le même partenaire, en quelque part, la personne a clairement un bénéfice, un gain en fait, et ils sont ou elles sont prêtes à vivre les conséquences si jamais ça ressort. Et généralement, ces conséquences-là vont généralement aller sur la personne qui a été trompée. Et c'est là que ça nous amène un peu à nos deux choix, si vous voulez, que les gens, des fois, ont de la misère à admettre quand ils ont été infidèles et que les gens qui se sont fait tromper ont aussi de la misère à vraiment intégrer au niveau même neurologique cette explication-là. C'est que ça nous amène un peu à deux choix. C'est que quand on décide de franchir la limite, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit qu'on le fait parce qu'on vit beaucoup d'insatisfaction, voire de colère et d'amertume dans son couple, et on veut que cette infidélité-là ait des conséquences négatives sur l'autre. Donc ça, c'est quand on a une intention de se venger sur son partenaire à travers l'infidélité. Généralement, ces gens-là sont peu discrets dans leur infidélité parce qu'ils veulent être, entre guillemets, découverts. Il y a même des gens, suite à avoir eux-mêmes vécu une infidélité de leur partenaire, vont eux-mêmes à leur tour être infidèles pour l'annoncer à leur partenaire pour dire « Hey, tu m'as trompé, là c'est moi qui va te blesser en retour ». Donc parfois, il y a une intention de vengeance en arrière d'une infidélité que généralement les gens vont prétendre ne pas avoir. Donc il va avoir infidélité, il va avoir très peu de discrétion, puis après ça, on va nier en fait l'aspect vengearde, la vengeance qu'il peut avoir en arrière de cet acte-là, mais il y a une certaine satisfaction de voir son partenaire avoir été profondément blessé et trahi dans l'infidélité. Et tant et aussi longtemps que cette partie-là n'est pas avouée quand elle est présente, puis que la personne qui s'est fait tromper ne va pas se l'avouer non plus, parce que c'est probablement pas l'autre qui va l'avouer, en fait, c'est généralement la personne
qui a été trompé qui doit arriver à cette conclusion-là par eux-mêmes. Tant qu'on ne s'avoue pas que cette possibilité-là existe, même si notre partenaire nous aime, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là n'a pas des tendances de vengeance. Parce qu'on peut se venger de toutes sortes de différentes façons dans une relation, ce n'est pas juste par l'infidélité, mais l'infidélité, c'est une des façons les plus efficaces de se venger sur notre partenaire quand on est frustré ou amer à leur égard. Fait on peut avoir ce désir-là de vengeance parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. Ça fait des années que tu ne me démontres pas de l'affection et je suis allé la chercher ailleurs. Et en plus, je veux que tu le saches, en fait, que je suis allé le chercher ailleurs. Je veux que tu te réveilles. Donc, parfois, j'ai été infidèle pour que tu te réveilles des problèmes qu'on a et que je ne vais plus tolérer, en fait, ces problèmes-là dans notre relation. Donc, plutôt que de mettre fin peut-être à la relation, on a décidé de sauter la clôture pour faire réagir l'autre, pour réactiver, en fait, quelque chose chez l'autre, parfois pour mobiliser le couple, mais des fois, il y a aussi cet aspect-là de vengeance de moi, j'ai souffert de mon côté, maintenant, c'est à ton tour à toi de souffrir. Donc ça, c'est un élément parfois de justification qu'on va donner. Puis on en parlera peut-être dans un autre segment, où ce que des fois, la trahison de l'infidélité n'est pas nécessairement la première trahison qu'il y a dans le couple. Parfois, la trahison initiale, c'était que l'autre partenaire a abandonné en fait le couple, a maintenu peut-être la relation dans une forme de monogamie qui ne permettait pas à l'autre personne de répondre à certains besoins affectifs, relationnels et sexuels, mais s'attendait à ce que l'autre reste monogame malgré qu'eux ne feraient pas en fait du tout une ouverture par rapport à ça. Évidemment, ce n'est jamais la faute de la personne qui a été trompée de vivre l'infidélité, mais certainement son comportement peut en être une cause, une explication, mais ça ne justifie jamais de réellement faire le pas. On a toujours le choix de choisir autre chose comme option dans la relation. Donc, il y a cet aspect-là de la vengeance, mais parfois, effectivement, la vengeance n'est pas nécessairement là. Par contre, l'autre option, c'est je suis au courant des impacts négatifs que cette infidélité-là va avoir, et donc c'est pour ça que je la cache. Donc, je vais être dans le mensonge, je vais être dans le manque de transparence pour que justement je puisse bénéficier de l'infidélité de cette relation-là extra-conjugale. Je ne vais pas le dire à mon autre partenaire, mais je le sais que si ça finit par sortir, il va avoir des conséquences. Sinon, je n'aurais pas masqué, en fait, mes va-et-vient de la maison, de faire semblant que le texto que j'ai reçu venait de Johnny plutôt que de Stéphanie, que finalement j'arrivais plus tard du travail, pas parce que j'avais des relations sexuelles avec Steve, mais qu'en réalité, je ne travaillais pas vraiment. Donc, il y a toutes sortes de façons qu'on va camoufler, en fait, l'infidélité. Et le fait que je le camoufle, ça veut dire que je le sais qu'elle va avoir des conséquences. Donc, prétendre de ne pas savoir que l'infidélité allait avoir des conséquences ou qu'on ne savait pas que qu'est-ce qu'on faisait est infidèle, aussitôt que la personne a caché de l'information, on sait ici qu'il y a une forme de trahison et il y a une forme d'évitement des conséquences qu'on va potentiellement vivre. Et donc, en arrière de cette deuxième option-là, c'est que je suis prêt aussi à vivre avec les conséquences. Le dommage collatéral que mon infidélité va avoir, je suis assez à l'aise que l'autre va vivre ces conséquences-là. Que la confiance entre moi et ma partenaire va être brisée. Que l'autre va se sentir trahi. Que l'autre ne me fera plus confiance. Que l'autre va devenir peut-être potentiellement très jaloux ou jalouse. Je mets en péril potentiellement de la relation et de créer une rupture, de briser une famille si on a des enfants, de créer une situation très complexe parce qu'au niveau financier, économique, le fait d'avoir une famille, une maison, etc., complique justement la rupture. Et donc peut-être que je le sais que l'autre ne me quittera pas. Donc, je vais avoir l'infidélité parce que je le sais que la conséquence, je veux dire, ultime de la rupture n'est tellement pas une possibilité envisageable pour l'autre que je suis prêt à vivre avec les moindres conséquences que l'autre, justement, ait de la difficulté à processer ça puis que je vais devoir gérer avec ça. Donc, l'infidélité, elle est toujours
fait sous le contexte que je le sais qu'il va avoir des conséquences et je suis assez à l'aise de vivre ces conséquences-là, malgré que des fois, on a mal jugé de l'ampleur des conséquences que ça va amener, ou qu'après, on ne veut pas vivre les conséquences. Donc ça sera un autre volet on va discuter, de comment justement la personne qui a été infidèle gère en fait aussi avec les conséquences de ses actions, assume ou pas, justifie l'infidélité, etc. Mais pour être capable de vivre ces dommages collatéraux-là, je dois être capable de le justifier. Et donc, cette justification-là, en fait, qu'on va se donner, elle est très importante en partie à l'égard de, si vous voulez, la guérison de l'infidélité, que j'ai besoin non seulement de connaître qu'est-ce qui a expliqué potentiellement l'infidélité et que tu sois capable de prendre responsabilité de pourquoi tu es arrivé à ce point-là de vouloir être infidèle, mais comment tu as réussi à te justifier. Puis la justification qu'on s'est donnée, c'est souvent la partie que les personnes qui ont été infidèles ne veulent pas réellement dévoiler. Donc, ils vont se justifier devant l'autre de leur infidélité, mais ne vont pas nécessairement vraiment dévoiler le côté peut-être plus dark, si vous voulez, du raisonnement en arrière. Donc, c'est rare que la personne qui est infidèle va vraiment s'ouvrir sur l'aspect de vengeance qu'ils ont pu avoir, qu'ils étaient tout à fait prêts que l'autre vive les conséquences de l'infidélité. Et c'est ça qui est comme un peu blessant pour la personne qui a été trompée, c'est que la personne, en fait, ne donne pas réellement cette information-là. Puis parfois, la personne qui a été trompée pose toutes sortes de questions qui est parfois pas tant pertinente, comme c'était avec qui, c'était où, comment, quelle fois, quelle date, etc. Puis là, ils se refont en fait tout le scénario de leur passé, puis toutes les fois qu'ils ont potentiellement été, qu'on leur a menti, etc. Ce qui n'est pas nécessairement le chemin qu'on veut prendre. On viendra à ça dans un autre segment aussi. Donc, ce que je veux amener là, dans ce podcast-là aujourd'hui, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui a justifié, quelles sont les deux options de vengeance ou de dommages collatéraux, et que si vous êtes la personne qui a été en fait infidèle, nier qu'il y a eu une vengeance et vouloir juste dire qu'on était prêt à vivre avec les dommages collatéraux n'est pas à votre service. Donc, si vous avez été la personne infidèle, je vous propose, malgré que ça semble être contre-productif, que pour vraiment passer à autre chose et vous voulez vraiment guérir l'infidélité et processer cette chose-là dans votre relation, c'est être le plus transparent possible avec qu'est-ce qui vous a amené à ça, de prendre vos responsabilités, d'assumer que c'était un choix, que ce n'était pas impulsif, que vous vous êtes laissé aller puis vous n'avez pas réalisé. Vous avez fait un choix quand vous avez embrassé, touché, flirté, couché avec cette personne-là, même si vous étiez sous l'effet de l'alcool. Peut-être l'alcool vous a désinhibé, mais vous avez quand même choisi, dans un état d'ébriété, d'aller de l'avant et être infidèle. Et l'utilisation de drogue ou d'alcool n'est pas une justification pour franchir une limite. Et tant et aussi longtemps que vous continuez à vous justifier, plutôt que de vous expliquer et d'assumer réellement les parties peut-être égoïstes ou de vengeance que vous avez pu avoir, vous n'allez pas aider en fait la relation, vous n'allez pas aider à construire une confiance. Parce qu'une personne qui s'est fait tromper avec quelqu'un qui continue à manquer de transparence ne démontre pas que vous êtes digne de confiance. Et donc, pour retrouver la confiance dans la relation, il faut être pleinement transparent. Et si vous donnez de l'information au compte-gouttes, que vous refusez de discuter de l'infidélité, des détails importants qu'il faut avoir par rapport à ça, vous êtes en train de démontrer, vous êtes en train, oui, c'est ça, vous êtes en train de démontrer que vous n'êtes encore pas transparent. Et donc, comment voulez-vous exiger que la personne vous refasse confiance si vous continuez à manquer de transparence, mais que vous voulez qu'on vous fasse confiance? C'est un paradoxe dans lequel, si vous vous situez, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais parfois, ça a l'air tellement contre-productif d'avouer réellement tout ce qu'il y a en arrière de l'infidélité que ça va mener en fait à peut-être la rupture ou empirer la situation. Mais généralement, c'est le contraire. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les vraies réponses, honnêtes, transparentes, intègres, authentiques, vous allez rester dans je ne peux pas te faire confiance. Parce que tu n'es pas digne de confiance si tu continues à camoufler, cacher, mentir sur certains aspects de l'infidélité.
J'espère que ce podcast-là vous a amené à réfléchir à vos comportements si vous avez vécu une infidélité dans le passé ou si vous avez vous-même été infidèle, de prendre le temps de reculer, de vous confronter par rapport à tout ça, peu importe la position dans laquelle vous vous êtes trouvé. Puis si vous êtes déjà trouvé dans les deux positions, dans laquelle peut-être ces enjeux-là peuvent ressortir. Et j'espère que ça va commencer un certain cheminement peut-être dans votre relation de guérison et de réparation peut-être là, dans la confiance suite à une infidélité que vous avez vécue. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Vous avez des commentaires, des questions, des sujets à nous proposer pour le podcast. N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ou allez voir notre site internet lesexologue.ca. À la prochaine!